on va sans plus attendre donner la parole à Claudia Aïka du laboratoire interdisciplinaire en intervention sociale de ETIS à Nice, qui fait partie de CERSO. Claudia. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Claudia Aïka, je travaille au LARIS. Et comme Joël Rio avant moi, je ne viens pas originellement du travail social. Je suis mathématicienne de formation et je travaille au LARIS, ETIS. Et aujourd'hui, je vous présente un outil interne qu'on a développé, enfin qu'on est en train de développer pour mettre l'IA au service de l'analyse de texte. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le LARIS, c'est le laboratoire de recherche interdisciplinaire en intervention sociale qui est situé à Nice et qui fait partie de l'école de travail social ETIS. C'est un laboratoire de recherche appliquée dans lequel on met vraiment un point d'honneur au croisement des savoirs. Donc, dans ce laboratoire, on a des ingénieurs sociaux, des mathématiciens, dont moi, des anthropologues, des chargés de recherche. Donc, c'est vraiment un laboratoire où toutes les disciplines se croisent pour se mettre au service de l'intervention sociale. Nous intervenons en soutien aux politiques publiques. Nous réalisons des études et des diagnostics. Nous participons également à la construction d'observatoires ainsi qu'à la valorisation de la recherche. Comme je le disais plus tôt, c'est un laboratoire vraiment interdisciplinaire, donc dans lequel nous allons croiser les méthodes qualitatives, les méthodes quantitatives, la data science et les analyses documentaires. Alors, un petit contexte de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Nous avons travaillé sur le pacte des solidarités, qui est une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et qui a été initiée au niveau national en 2018. Ce pacte des solidarités était articulé autour de 4 grands axes, à savoir prévenir la reproduction de la pauvreté, favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion, lutter contre la grande exclusion et construire une transition écologique solidaire. Alors, pour réaliser cette étude, nous avions énormément de documents, à savoir que nous l'avons réalisé sur 3 départements des Alpes de la région PACA, à savoir les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Et donc, nous avions pour chaque département une 50aine de documents, de plans, de schémas, de rapports d'activité à éplucher. Et l'analyse était importante parce qu'il fallait identifier les logiques d'intervention, identifier les objectifs et les actions qui ont été mises en œuvre et les objectifs qui ont été prévus. Et aussi identifier les convergences et les spécificités entre les territoires. Comme vous devez vous en douter, c'est un travail très long, très fastidieux, manuel et qui est difficilement standardisable à grande échelle. Là, on était sur 3 départements. Si on avait été sur 10 ou même sur toute la France, ça aurait été un travail immense. Et voilà, c'est l'illustration de ce que j'expliquais. Donc, on a épluché tous les plans, les schémas de politique publique, les rapports d'activité, en fonction des 4 grands axes qui ont été identifiés, et ce qui nous a permis d'extraire des sous-thématiques pour chaque axe, pour chaque département. À la fin, nous avions par département et par axe une grosse carte mentale. Par exemple, là, pour l'axe 1, nous avions su identifier 6 sous-thématiques. Et à votre droite, vous voyez, par exemple, la sous-thématique soutien à la parentalité, tous les documents qui référencent des actions, des objectifs qui sont liés à cette sous-thématique. Et c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Nous nous sommes dit, mais comment automatiser, enfin, nous sommes dit que nous pouvons automatiser en fait ce processus pour gagner du temps déjà et pouvoir consacrer ce temps à faire autre chose, par exemple. Et donc, dans notre cas, nous avons utilisé en particulier le machine learning. Merci Yann d'avoir fait le petit topo ce matin. Nous avons utilisé le machine learning et en particulier le traitement du langage naturel en vue de créer un outil interne d'analyse de texte. Nous avons utilisé ce qu'on appelle dans l'intelligence artificielle l'apprentissage supervisé. Yann le disait ce matin, il y avait l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Dans notre cas, c'était de l'apprentissage supervisé parce qu'on avait déjà les sous-thématiques, on avait identifié ce qu'on appelle en langage informatique les labels sur lesquels on pouvait s'entraîner
et ensuite faire des prédictions. Donc à ce stade, lorsque nous avons donc entraîné des modèles, bien évidemment, et à ce stade, lorsque nous avons un nouveau schéma, un nouveau document, en gros, que nous donnons à notre modèle, il est capable de nous faire ressortir les sous-thématiques en fonction de tout ce qu'il a appris au préalable. Quand je dis appris, est-ce que ça choque des gens? Apprendre. Ok, parfait, ça va. Parce que généralement, on a ce débat avec des collègues quand on dit que la machine apprend, vu qu'elle n'apprend pas au sens humain du terme, ça pose un peu débat. Okay. Alors, je vous présente juste quelques résultats. Je ne vais pas rentrer dans le technique. On a appliqué en premier lieu des algorithmes classiques d'intelligence artificielle et nous voyons bien que les résultats ne sont pas fameux en termes de précision. On est à moins de 50%, c'est-à-dire que dans plus d'un cas sur deux, la machine se trompe. Que faire? Nous sommes donc partis sur les LLM, les modèles derrière ChatGPT, Gemini et les modèles génératifs qu'on utilise maintenant. Et pour la petite histoire, il faut savoir que les modèles de traitement de texte sont des modèles qui appartiennent à la famille BERT, on appelle BERT, qui ont été entraînés sur des corpus en anglais. Et nous, on a trouvé un modèle qui a été entraîné sur des corpus français, d'où le nom Camembert. Donc il s'appelle Camembert. Claudia, j'ai senti, mais peut-être à tort, comme un flottement. Est-ce que tu peux préciser pourquoi les pourcentages de la vignette précédente étaient faibles? Et ce qu'on entend par pourcentage, parce que ce n'est pas les résultats qu'on voit là, mais c'est la fiabilité de l'algorithme dont tu parles. Exactement, oui, c'est ça. C'est la fiabilité de l'algorithme. Et là, ils étaient faibles parce que c'est des modèles classiques, on va dire, probabilistes et assemblistes, qui se basent sur des probabilités et pas sur le contexte du contenu. Alors que les modèles de traitement de langage, ils ont été entraînés sur des corpus, donc sur du texte, et ils sont capables de reconnaître plus fidèlement les caractères. Et sans surprise, on voit que la différence est de taille. Là, on est sur plus de 85% de fiabilité. Donc, dans plus de 8 cas sur 10, le modèle reconnaît correctement et catégorise correctement ce qu'on lui donne. Alors, on s'est quand même heurté à quelques défis, parce qu'il faut savoir qu'en machine learning, on a ce qu'on appelle des classes, c'est-à-dire des catégories. Et donc, si les catégories sont mal équilibrées, par exemple, dont la sous-thématique soutient la parentalité, si on a plus d'exemples que dans une autre sous-thématique, accès à l'emploi, par exemple, on a un déséquilibre des classes. Le volume des données sur lesquelles on s'est basé n'était pas non plus très important parce que la première étape de labellisation prend énormément de temps. Donc, on s'est contenté de quelques exemples pour entraîner nos modèles afin de voir s'il tenait la route, s'il était pertinent, s'il avait des réponses convaincantes. Il faut savoir que c'est un outil qui est toujours en développement. C'est l'un des projets de fond du LARIS qui tourne sur tous les autres projets. Et quels sont les gains et les apports potentiels de ce genre d'outils? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, pour les chercheurs ou les équipes d'études, déjà faire des analyses comparatives, pouvoir comparer plus rapidement plusieurs schémas ou diagnostics, aussi suivre l'évolution des priorités, des thématiques, la réduction des tâches répétitives. Tout ce travail d'analyse, de construction de cartes mentales peut être largement automatisé. Et enfin, le temps peut être recentré sur l'analyse critique, l'interprétation et le dialogue avec les acteurs. Qu'en est-il des gains pour les politiques publiques? Alors, ils ont une vision territoriale plus renforcée. Ça peut les aider au pilotage, à repérer plus rapidement les priorités émergentes, à faire des comparaisons, mieux suivre l'évolution des politiques publiques. Et quel est le positionnement du LARIS en particulier et en général d'ETIS par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Pour nous, l'outil ne remplacera jamais le chercheur, le professionnel du travail social, c'est clair, mais les tâches répétitives peuvent être largement déléguées à l'IA sous supervision humaine, bien entendu. Et en ce qui concerne l'interprétation, la contextualisation, l'analyse poussée de tout ce que l'outil aura produit, on est obligé de le faire, en fait. Donc, l'enjeu n'est pas de remplacer l'expertise humaine, mais de libérer du temps pour les questions qui nécessitent réellement analyse, débat et mise en perspective. Merci pour votre attention.